Bonjour tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode de notre balado collaboratif par Drouin Consultant. À travers la balado, on souhaite donner la parole aux acteurs de l'industrie là, qui façonnent nos pratiques collaboratives. Je m'appelle Andréane Lavoie. Dans mon quotidien, je suis conseillère en pratique collaborative et facilitatrice de projets. Puis aujourd'hui, je suis votre animatrice pour cet épisode de balado. Donc, merci d'être là. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je m'entretiens avec Arnaud Rogier. Est-ce que je le prononce bien, Arnaud? Oui, tu le prononces bien, Adrienne. Arnaud, gestionnaire de projet de construction et associé chez Stratégia Conseil. Arnaud, tu fais partie des gens qui ont une longue file de lettres en arrière de ton prénom. Donc, ingénieur de formation là, de l'École nationale supérieure des arts et métiers de Paris, si je ne me trompe pas. Tu détiens également un MBA exécutif de l'Université Laval, ainsi qu'une maîtrise en gestion de projet de l'Université du Québec à Rimouski. Puis, entre autres choses, tu es PMP certifié. Donc, tu as un vraiment beau parcours là, qui allie à la fois gestion de projet, tu as eu des rôles cadres au sein du conseil administratif ici au Québec et ailleurs. Puis, pour les fins de notre sujet, tu as fait un passage là, chez Léon Gross en France, grand acteur de la construction là-bas. Puis, tu es au sein de l'équipe chez Stratégia depuis un peu plus de 15 ans, où tu excelles en tant que conseiller en gestion et associé, là, évidemment. Tu agis à partir de Québec pour tes clients, puis tu les accompagnes notamment là, dans le développement de plans de dossiers d'affaires, planification de projet, gouvernance de projet, direction de projet, redressement de projet. Tu fais de la facilitation de processus de conception intégrée, donc les fameux PCI dont on va parler aujourd'hui. Tu fais de l'analyse de la valeur, de la gestion de risque, administration de contrat, estimation de coûts, organisation, suivi, planification de travaux, puis tu as une expertise également en réclamation. Donc, un parcours assez complet. Bienvenue. Merci, bienvenue. C'est gentil de m'accueillir sur balado. Effectivement, mon parcours, il est très sur l'ensemble du cycle de vie des projets. C'est ça ce qu'on fait chez Stratégia, là, conseiller nos clients sur l'ensemble, donc à la fois les estimations, mais aussi les aider dans la réalisation, donc prendre en charge les dossiers. C'est pas mal ce qu'on fait pour nos clients. Ben, merci de converser avec moi aujourd'hui. Le thème qu'on avait pour nos auditeurs, c'était de se pencher un peu sur toi dans ta position de facilitateur dans le cadre de projets collaboratifs. Donc, on voulait converser un petit peu là, à ce niveau-là, tu sais, dans des projets collaboratifs. De ton vécu, de ton expérience, qu'est-ce qui différencie un gestionnaire d'un animateur traditionnel dans un projet collaboratif? En fait, moi, je vois plusieurs rôles, comme tu dis, le gestionnaire de projet, vraiment celui qui prend en charge un peu l'ensemble de la gestion. Il va diriger les professionnels, il va contrôler les coûts, s'assurer que ça respecte son échéancier, etc. Par contre, des fois, il peut être biaisé dans le cadre d'ateliers collaboratifs. Puis c'est naturel, hein, c'est pas un reproche qu'on va faire au gestionnaire de projet, mais c'est naturel d'avoir ce biais pour défendre ses intérêts. Le facilitateur ou le coach en collaboration, moi je le vois quelqu'un comme indépendant, tu sais, qui doit pas représenter les intérêts de quelqu'un, mais vraiment représenter les intérêts du projet. Donc, s'assurer que les gens, ils se comprennent bien, qui ont pas un biais trop positif ou négatif envers un tel sujet, mais vraiment les représenter. Je vois mon rôle aussi beaucoup comme un vulgarisateur de ce qui est de ce qui est communiqué dans ces ateliers-là. Il faut comprendre que dans des ateliers, on a des groupes multidisciplinaires qui ont une énorme connaissance et qui, quand on les met tous ensemble, on peut d'angle mort sur les projets. C'est-à-dire qu'il y a des gens spécialisés dans le technique qui vont être très connaissants de la structure, de la mécanique du bâtiment. Il y a des gens qui vont être spécialisés sur les coûts de projet. Il y a des gens qui vont être spécialisés sur
les besoins de notre client parce que le client est présent à l'atelier. Donc, comment ça doit fonctionner, comment ça doit s'opérer, on doit faire la maintenance. Ils ont une maîtrise de ces dossiers-là. Donc, réunir tout ce monde-là ensemble, ça nous donne une connaissance incroyable sur les dossiers. Donc, ça, c'est très, très riche. Maintenant, il faut réussir à faire que ces gens-là se parlent et se comprennent. Et ça, c'est le défi du facilitateur, à mon avis, parce que les gens n'ont pas le même langage. Puis c'est normal, dans leur métier de tous les jours, ils utilisent des mots, un vocabulaire particulier. Et dans les ateliers, on le voit très bien là, par le non-verbal, la façon dont les gens s'expriment, que la personne en face n'a pas forcément compris ce qu'il voulait dire. Puis il va quand même faire oui de la tête pour dire oui, j'ai compris, mais on le voit dans son regard, dans la façon dont il est, qu'il n'a pas tout saisi ce qui se parle. Donc là, le rôle du facilitateur là-dedans, c'est de saisir ce non-verbal-là, puis de faire répéter les personnes ou de le reformuler différemment pour être sûr que les personnes comprennent ce qui se passe autour de la table. Puis j'ai plusieurs exemples là, où je suis intervenu. Puis la façon dont moi j'agis, c'est vraiment, j'y vais avec une certaine candeur. Tu sais, je joue la personne qui a peut-être pas compris, qui est... En fait, je veux pas mettre mes participants dans l'eau chaude pour dire t'as pas compris, t'es nul. C'est pas ça que je les amène. C'est que moi, je joue la personne qui a pas compris, qui est un peu bébête, puis pour être sûr qu'on répète d'une autre façon, puis que la personne a compris. Moi, ça me dérange pas d'avoir l'air le niaiseux du groupe. Ça fait partie de mon rôle, je trouve, de s'assurer que tout le monde comprend. Puis pour éviter que eux aient de l'air niaiseux, ben, je vais le reformuler différemment ou je vais m'assurer que la personne le redise d'une façon pour que l'information soit bien comprise et bien saisie des personnes. Puis ça demande une concentration quand même importante parce qu'il faut toujours être à l'affût du non-verbal de tout le monde. Moi, je regarde beaucoup les gens, m'assurer qu'ils ont bien compris. Je bouge toujours aussi dans la salle pour être sûr de pas avoir des angles de vue différents des personnes. Parce que quand on reste à une place, ben, on voit pas forcément tout le monde. Donc, le fait de se déplacer un petit peu, on capte un peu tout le monde. Fait que ça, c'est mon rôle, je trouve, là-dedans, là. Donc, beaucoup d'humilité, c'est vrai de se mettre en position de recul, d'agir comme vulgarisateur. Puis, de ton expérience, là, c'est quoi les éléments clés qui vont instaurer une vraie collaboration là, en tant que facilitateur dans une big room? Ben, le premier élément, c'est, à mon avis, de réussir à bâtir une confiance. T'sais, il faut que les gens, ils arrivent dans les ateliers, puis ils se sentent bien. Ils se sentent dans une posture ou dans un état où ils peuvent tout dire, ils vont pas se faire juger. Ils peuvent s'exprimer clairement, puis ils vont être écoutés. Donc ça, c'est super important, puis ça se bâtit. Ça peut prendre des fois quelques séances, mais on le voit, là, la confiance, l'ouverture d'esprit qui s'ouvre petit à petit au fur et à mesure des ateliers. Donc ça, il faut absolument le bâtir. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est absolument nécessaire si on veut que les personnes s'expriment puis donnent le fond de leur pensée réellement. Si on veut pas que les ateliers collaboratifs ce soit juste une réunion, puis on dit check down, on l'a fait, puis OK. Non, c'est pas ça. Faut que ça vienne servir le projet. Fait que s'il y a un enjeu, s'il y a quelque chose, faut que ça sorte. Puis il faut qu'on le travaille, qu'on le réfléchisse ensemble, puis qu'on trouve des solutions tous ensemble. Fait que ça, il faut bâtir cette confiance-là. Puis ça, pour ça, ben, il faut que les gens apprennent à s'écouter. Il faut leur laisser cette occasion-là de s'exprimer. Donc, si on voit que quelqu'un monopolise un peu trop la parole, ben, c'est notre rôle en tant que facilitateur de dire, écoute, on a bien compris ton point. Maintenant, j'aimerais entendre le point de vue de telle personne sur ce sujet. C'est important aussi que je veux entendre son point de vue. Donc là, en tant que facilitateur, donner la parole à tous, puis s'assurer que tout le monde parle dans les bonnes conditions. Donc, quand la personne qui est peut-être un peu plus timide, plus réservé a finalement la parole,
s'assurer que tout le monde l'écoute, puis Mm. s'assurer qu'il se sent écouté par tout le monde. Ça, c'est vraiment important. Évidemment, dans les rencontres, pour que ça se produise, on veut pas de distraction. Fait que, tu sais, les règles doivent être claires pour tout le monde. On arrive dans une rencontre, pas d'ordinateur ouvert. Tu sais, si le téléphone, on l'éteint ou au moins on enlève la sonnerie. Dans mes rencontres, je peux pas interdire les gens de prendre un appel important, mais ce que je leur dis, c'est que si c'est important, sors, va prendre ton appel, dérange personne, puis tu reviens quand tu es concentré. Mais si on est dans la rencontre, puis qu'il y en a 4 au téléphone, 2 qui checkent leur mail, il n'y a personne qui est dans la rencontre. Là. Puis on s'entend que c'est pas ça qu'on veut. Si on veut se faire écouter, bâtir une confiance, que quand il y a des propos qui soient là, tout le monde les ait entendus, puis tout le monde les ait compris, il faut qu'on se mette des règles. Ça fait partie des choses que je pense qui sont nécessaires. Puis c'est pas trop contraignant non plus. Là. On le voit qu'après une couple de séances, les gens, ils comprennent bien à quoi ça sert, ces règles-là, ils les respectent, puis si on en appelle, ils sortent. Puis de toute façon, dans ces rencontres-là, on va mettre des pauses, mettons, à toutes les 2 heures. Fait que s'il y a vraiment des urgences, tu sais que il te reste 1 heure et demie à attendre, puis tu vas pouvoir passer ton coup de fil. Là. Donc, ça se passe relativement bien. Puis les gens, ils se prêtent au jeu quand ils voient que ça fonctionne, puis que tout le monde participe. Ça se prête facilement au jeu de la collaboration. Oui, c'est vrai. C'est des bons points que tu amènes, la confiance, l'écoute au bénéfice de tout, puis d'agir un peu comme liant pour s'assurer qu'il y ait un flot de conversation. Puis les règles d'engagement pour limiter les distractions, c'est fondamental, effectivement, là, pour assurer le respect du temps de tout le monde. Est-ce que, Ce Arnaud, que ça j'ai t'est pas dit, peut-être, arrivé? ce que j'ai pas dit, excuse-moi, puis peut-être que je trouve Vas-y, vas-y. important, c'est aussi pour s'assurer que les gens soient écoutés, puis tu sais, qu'ils se sentent en confiance, puis tout ça. Tu sais, il faut que les règles soient claires pour tout le monde. Donc, quand quelqu'un parle, il faut qu'on l'écoute, etc. Fait que ça arrive dans les rencontres que des fois, il y a un commentaire qui a été mis par quelqu'un, puis 2, 3 personnes, ils jasent à côté. Tu sais, c'est un peu pas du mémérage, mais on sait pas trop, on les entend pas. Ils parlent pas assez fort pour qu'on les entende, mais ils parlent suffisamment fort pour déranger le groupe. Fait que ça, c'est un peu tannant. Fait que souvent, on leur dit, écoute, si t'as quelque chose à dire, dis-le. Comme ça, tout le monde l'entend, puis on fait partie du groupe. Sinon, tu te déplaces à côté d'eux, là, puis tu leur fais comprendre là, qu'ils dérangent le groupe. Là. Tu sais, fait que tu vas à côté, puis tu te poses, en tant que facilitateur, là, je me pose à côté, là, puis je leur fais un peu, pas forcément des gros yeux, là, mais juste le fait que je me déplace à côté d'eux, OK, on dérange le groupe, on va s'arrêter. Tu sais? Fait que ça, je trouve que ça fait partie du rôle aussi du facilitateur, de dire, regarde, toi, quand tu parlais, on t'a écouté, ben là, il y a une personne qui parle, écoute-la, s'il te plaît. Fait que ça fait Totalement. partie, tu sais, puis c'est des petites techniques, là, c'est pas rocket science, là, mais tu sais, juste le fait d'être à côté, ben les gens, ils sentent qu'ils dérangent, là, puis au final, je suis pas intervenu, j'ai rien dit, j'ai pas perturbé la rencontre, mais la personne a compris qu'elle dérangeait, puis qu'elle restait, puis écoute. Trouves-tu ça, c'est vrai que c'est un élément très puissant quand on est en présentiel, puis force est d'admettre que ça arrive de gérer ou de faciliter des sessions de travail également en distance. Qu'est-ce que tu fais à défaut de pouvoir intervenir de cette façon-là? As-tu des trucs quand tu facilites de façon virtuelle? C'est un bon point. Premièrement, je recommande toujours que la rencontre ait lieu virtuelle quand on veut aller chercher cet engagement-là, cette confiance-là, cette écoute. C'est beaucoup plus difficile de l'avoir en virtuel. C'est sûr que ça dépanne. Fait que je vais pas dire que j'en fais jamais. J'en fais en virtuel de temps en temps. Surtout des fois quand sur un projet, la moitié des gens sont éparpillés dans la province. C'est difficile des fois de les réunir ou alors ça coûte très cher. On en fait quelques-uns. Mais les règles, elles sont différentes, mais en même temps similaires. Je demande absolument à tout le monde d'avoir sa caméra ouverte. Parce qu'on veut voir ce que les gens font, on veut être sûr qu'ils soient là, concentrés à la rencontre. Évidemment, ben, on va leur demander de couper le micro pour pas déranger quelconque, parce que des fois, des petits bruits de maison, ça dérange tout le monde. Là. Un chien qui aboie, des enfants dans le coin, c'est pas évident.
puis de prendre la parole en ouvrant le micro ou en levant la main, tu sais, mais c'est des règles de base que tout le monde doit se fixer, j'imagine, dans ces réunions Teams ou autres. C'est plus difficile pour le facilitateur je te le cacherai pas, d'être à distance. Le non-verbal, il se voit, mais il se voit moins. Des fois, en fonction de la connexion Internet, le non-verbal est retardé aussi de quelques dixièmes de seconde ou secondes. On n'a pas le même niveau de vision. Puis je trouve que c'est plus difficile aussi de checker les 20 personnes sur un petit écran versus les avoir face à soi. Fait qu'on se donne quelques règles quand même, mais c'est pas aussi puissant, mettons. Puis je te reprends, je soulignais, je pense que tu soulevais que tu recommandes toujours à tes clients autant que possible de le faire en présentiel, c'est ça? Oui, c'est vraiment... Ouais. En fait, c'est la pandémie. En fait, je fais de la facilitation depuis quand même plusieurs années. C'est vraiment la pandémie qui a ouvert la possibilité de faire des ateliers virtuels. On ne faisait pas ça avant la pandémie. Puis le domaine de la santé a conservé ces règles-là un petit peu plus que la moyenne, mettons. Donc, même après la fin de la pandémie, on a continué à faire quelques rencontres virtuelles dans le domaine de la santé. Mais moi, dès le jour où les organismes publics ont réautorisé à ce qu'on se revoie en personne, ça a été toujours ma recommandation d'avoir ces rencontres-là le plus possible en présentiel. Des fois, on fait face à des petites contraintes où on nous dit que ça coûte plus cher de se réunir, mais je pense que c'est une fausse image de dire que ça coûte plus cher. Oui, la journée coûte plus cher, ça oui. Mais le gain que ça peut apporter sur le projet en termes d'efficacité, en termes de connexion entre les personnes, en termes d'information qui est transmise, puis de synergie d'équipe qui est créée, ça vaut 100 fois le prix qui est investi dans cette journée-là. Donc, oui, je comprends l'idée, mais en soi, c'est une fausse impression qu'on sauve de l'argent à le faire virtuel. Oui, surtout pour établir les conditions gagnantes dont on parlait tout à l'heure, bâtir la confiance, établir un lien, un terrain de confort entre les différents intervenants. C'est vrai que surtout au début, c'est vraiment un élément différenciateur entre un projet qui va très bien puis qui a une belle dynamique collaborative, puis un autre où ça accroche, puis où les gens sont plus réservés à partager leur savoir. Dis-moi, Arnaud, ça me donne envie de te poser la question dans ton vécu, comment est-ce que tu interviens, parce que projet collaboratif ne veut pas dire monde des calinours, parfois il y a des discussions corsées, parfois il y a des mésententes, des désagréments, des conflits de vision. Comment est-ce que tu gères les différends quand ça l'émerge, là? C'est très plate qu'on ait tous la même vision tout le temps, qu'on pense tous de la même façon. Ça veut dire qu'on serait la même personne. C'est normal, à mon avis, que les gens ne pensent pas tous pareil et qu'il n'y ait pas la même vision. Moi, je trouve ça riche, au contraire, qu'il puisse y avoir ces débats-là, ces échanges-là dans les projets. Je vois pas ça comme un frein. Au contraire, je trouve que pour avoir une équipe performante, il faut qu'il y ait des périodes où les idées soient opposées et puis qu'on puisse échanger sur les vraies affaires, entre guillemets, les vrais enjeux, les vrais objectifs, etc. Moi, je trouve que l'important, tout peut se dire. La manière de le dire est importante. On peut tout questionner, on peut tout remettre en question, on peut avoir des visions différentes, oui. L'important, c'est que les échanges soient faits dans le respect, qu'on dise les choses comme ils doivent être dit, mais de manière diplomate, de manière respectueuse envers les gens. Et puis, à partir de là, on établit ensemble la vision commune. Qu'est-ce que dans nos divergences est commun? On s'entend qu'on ne peut pas être d'accord sur tout, puis ça, c'est correct, mais qu'est-ce qui est commun dans nos visions? Puis ça, c'est des points qu'on va s'entendre puis mettre de côté, dire ça, c'est ça, puis on bâtit autour de ça. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Puis si on se trouve des points communs sur certaines choses, ça devient les forces puis les axes qu'il faut travailler tous ensemble dans les dossiers.
Les divergences, on va être capable de les mettre de côté à un moment donné, là, de dire, regarde, je comprends ton besoin, mais le projet, c'est ça, l'orientation. Est-ce qu'on est capable de vivre avec ça? Souvent, on a des buy-in. C'est rare qu'on ait 100% de divergence, puis que les conflits puissent pas se résoudre. Moi, je pense que la pire erreur dans un conflit, c'est de le mettre de côté puis dire il va se résoudre tout seul. Ça marche pas, cette Jouer à affaire-là. l'autruche. Ouais, c'est ça, ça marche pas. Il faut crever l'abcès, tu sais, puis regarde. Puis moi, je suis bon pour ça, là. Je vais mettre le doigt sur le bobo, puis je vais peser jusqu'à temps qu'on en parle, qu'on en jase, puis à un moment donné, ben, ça fait plus mal, tu sais. On a parlé, puis on a résolu l'histoire, puis on s'entend sur des choses. On pourra pas s'entendre sur tout, mais si on trouve plusieurs points communs, puis qu'on est capable de s'aligner, puis de travailler, c'est ça qu'il faut. Fait que faire l'autruche, c'est pas la bonne solution. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. Faut pas faire comme s'il n'y avait pas de problème, là. S'il y en a un, on le voit, on le Pour sait, l'adresser. on l'adresse. Ça. Puis ça me ramène à quelque chose que tu as dit tout à l'heure, tout au bénéfice du projet, puis la position neutralité dans cette posture-là contribue à être en mesure de peser sur le bobo qu'autrement, on n'a peut-être pas le courage ou des fois, c'est pas pour mal faire ou pour cacher, mais ça peut être très embarrassant de soulever des enjeux ou des zones grises devant notre client, en session de travail ou devant nos pairs. Surtout qu'on a souvent des gens qui sont très, très des sommités, dans leur expertise. Ça prend beaucoup d'humilité de travailler en mode collaboratif, mais c'est vrai que tôt ou tard, il faut que les choses se règlent de toute façon au bénéfice du projet. Il y a un élément qui est vraiment intéressant et qui contribue au succès des projets collaboratifs. Dans ta fonction de facilitateur, explique pour les gens qui nous écoutent l'envers un peu, ce que les gens ne voient pas. Qu'est-ce que ça implique comme préparation pour toi que d'avoir des sessions de travail efficaces? Qu'est-ce que tu orchestres en amont d'une big room là, à chaque fois? Premièrement, il y a toujours un comité de pilotage, un comité qui va organiser l'atelier en question. Donc, quand on est dans une big room, mettons dans un mode CCP où on a un atelier toutes les semaines, ben, souvent on va avoir un pilotage, mettons début de semaine, un atelier en fin de semaine, ou un pilotage le vendredi pour un atelier le mardi, mercredi, des choses de même. Là, fait qu'on se prépare, on détermine c'est quoi les objectifs. Ça, on le fait en groupe avec des représentants de chacune des parties. L'idée, c'est de définir c'est quoi l'objectif, qu'est-ce qu'on veut atteindre à l'atelier. Fait que ça, c'est important parce qu'un facilitateur, s'il n'y a pas les objectifs, c'est dur de l'idée, le groupe vers l'atteinte de quelque chose qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi qu'on doit atteindre. Alors, il faut que les objectifs soient relativement clairs, ce qu'on veut atteindre. Comment on fait pour les atteindre aussi, ça fait partie des choses qu'il faut questionner. T'sais. Est-ce qu'on est mieux pour atteindre cet objectif-là, d'avoir une discussion collective de 20 personnes ensemble, de se challenger les uns les autres? Est-ce qu'on est mieux pour atteindre cet objectif-là, de faire des petits groupes parce qu'on veut absolument aller chercher l'information de 3-4 personnes, puis on sait que si ils sont dans le groupe, ils vont pas parler. Fait que tout ça, ça fait partie de la préparation qu'il faut établir. Puis toute la logistique associée à ça, elle est dans ma cour, là, de dire qui je mets ensemble, quelle sorte d'exercice je vais leur faire faire. Est-ce qu'on est mieux de travailler manuel, post-it avec des crayons, des autocollants, des Legos, des bouts de ficelle, peu importe c'est quoi qu'on veut faire. Ça, je vais proposer plein d'exercices de même pour voir qu'est-ce qui résonne dans l'équipe. Tu sais, il y a des gens qui jouent avec des Legos, ça leur parlera pas. Là. Puis c'est pas pour eux. Puis c'est correct, c'est pas pour eux, c'est comme ça. Par contre, si on a une maquette en bout de carton avec des bouts de ficelle, ça leur parle. Fait que j'ai eu un excellent exemple qu'on a fait dans un hôpital. Il fallait déterminer des temps de parcours entre tel service puis calculer le temps aussi de la circulation verticale versus la circulation horizontale. Et là, on a fait ça avec des bouts de ficelle. C'était vraiment le fun. Chaque couleur représentait un service.
puis on avait des distances en disant que, je sais pas moi, 10 cm égale 1 minute de marche. Puis c'est ça, entre chaque service, on prenait des bouts de ficelle, on détaillait. Ça a été vraiment le fun pour l'équipe des médecins, l'équipe des infirmières qui ont vu un peu le temps qu'il y aurait en termes s'ils doivent se rendre d'un service à l'autre en urgence. Ça a été vraiment, vraiment super. Fait que ça, c'est des exemples, couper des bouts de carton pour placer des espaces, c'est d'autres exemples qu'on peut faire. Puis des fois, c'est juste des dessins. On prend un papier calque et puis on regarde, puis on dessine. Fait que ça vraiment en fonction de c'est quoi l'objectif, c'est quoi qu'on veut atteindre. Puis aussi, comme je disais, un peu la résonance de l'exercice au niveau du groupe. Il y a des personnes, il ne faut pas que ça ait l'air trop enfantin, sinon ça ne va pas pogner, puis ça ne va pas marcher. Oui. Ben ça, moi, je peux le proposer, mais je ne connais pas forcément toute l'équipe. Fait que ça fait partie du comité de pilotage de déterminer dans ce genre d'exercice, ça ne passera pas dans l'équipe. OK, parfait, good. Est-ce que ce type d'exercice-là peut plus fonctionner pour vous? Oui, non, parfait, good, on essaye. Sondage en ligne, plein de techniques, etc., qui peuvent être utilisées. Mais encore une fois, on a comme tous un petit coffre à outils de ça. On explore en fonction de ce qu'il faut atteindre, lesquels seraient le plus adaptés selon nous. Puis là, on voit comment dans l'équipe ça peut fonctionner ou quoi. Puis évidemment, ben, quand on a la chance d'avoir de la répétition dans ce genre d'exercice, dans ce genre d'atelier collaboratif, ben, on commence à connaître l'équipe. Fait que là, on sait qu'est-ce qu'ils pognent, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui va marcher. Fait que là, après, c'est plus facile à proposer des choix adaptés au groupe qu'on peut avoir à diriger. Là. C'est pas mal fait. C'est super intéressant. Puis effectivement, la boîte à outils virtuelle de style d'atelier ou de style d'exercice pour amener les gens à atteindre les objectifs qu'on cible pour chaque atelier, ça prend quand même une belle agilité puis une belle créativité de votre part. Je voulais t'amener en conversation à me dire, tu sais, dans les ateliers que tu facilites ou les sessions de travail collaboratif que tu facilites, est-ce qu'il y a des choses que tu fais sans y penser qui seraient applicables au bénéfice de n'importe quelle situation d'entreprise pour des gestionnaires qui nous écoutent, qui gèrent des équipes, des projets? Y a-t-il des petites méthodes collaboratives que toi, tu peux prendre pour acquis et qui font partie de ta routine que monsieur, madame, tout le monde pourrait appliquer là, dès aujourd'hui dans leur prochain meeting puis que ça l'aiderait? La réponse est probablement oui. C'est sûr parce que je le fais sans y penser, donc c'est sûr que c'est oui. Mais j'en ai plein là, de trucs que je fais tout le temps, que ce soit un atelier collaboratif ou une réunion quelconque dans un projet, je vais l'appliquer. Moi, je suis partisan d'avoir du plaisir en travaillant. Ça fait partie de ce que je fais. Fait que je veux que dans toutes mes rencontres, les gens y arrivent puis ce soit plaisant, tu sais. Fait que des chicanes en rencontre, c'est pas chez moi, tu sais. Ça n'arrive pas. Puis, tu sais, on peut ne pas être d'accord, comme je disais, c'est correct. On peut en parler, c'est correct. Mais on doit toujours avoir le respect, la confiance, l'envie de venir aux rencontres puis avoir du plaisir dans ces rencontres-là. Oui. Fait que avoir un peu d'humour, ça fait partie de ma façon de diriger des rencontres. C'est pas toujours très drôle, mais il y a toujours un peu de l'humour là-dedans. Les gens arrivent là détendus. Puis je trouve que ça crée aussi ce sentiment d'être bien, puis d'avoir envie de partager, puis de la confiance, etc. On le dira pas assez, mais le respect, l'écoute active, c'est des éléments de base que tout le monde devrait arriver dans une rencontre avec cette écoute, de dire, regarde, on est dans une rencontre, on est dans le moment présent, on se dédie à la rencontre. Si on n'écoute pas, à quoi ça sert qu'on soit là, tu sais? On peut être préoccupé par des affaires, mais on est-tu capable de mettre sur pause 30 minutes, une heure, le temps de la rencontre, nos enjeux puis nos préoccupations pour être dédié à cette rencontre-là? Puis, des fois, si on est vraiment trop préoccupé, ben peut-être c'est de reporter la rencontre puis de dire, regarde, c'est peut-être pas le bon moment, je suis pas là, j'ai d'autres priorités en ce moment, puis je serai pas dédié à cette rencontre-là, j'arriverai pas à me concentrer. C'est deux, trois petits trucs que j'applique probablement régulièrement dans toutes mes rencontres, puis que j'essaie pour que les gens aient du plaisir, pour qu'on soit là, puis qu'on soit aussi dédié, puis qu'on comprend bien ce
ce que les gens se parlent. Dis-moi, si je me permets une dernière question au bénéfice de ceux et celles qui nous écoutent. Tu sais, toi qui travailles là, sur différentes envergures de projets en mode collaboratif, si je t'offrais une baguette magique adressée aux donneurs d'ouvrage en général, sur une chose que tu conseillerais aux donneurs d'ouvrage de changer ou d'améliorer en faveur de des projets plus collaboratifs, plus efficaces, qu'est-ce que ce serait? C'est une bonne question. Peut-être les règles d'approvisionnement pour faciliter davantage la sélection, le choix, d'avoir les bonnes ressources. Je trouve qu'on se met dans les bâtons dans les roues, qu'on s'enflarge beaucoup dans les fleurs du tapis de détails pour. On peut-tu rendre les choses un peu plus simples, puis aller chercher les bonnes personnes avec qui c'est le fun de travailler, qu'on a envie de développer des choses, tout en respectant certaines règles, évidemment. Là, je dis pas qu'il faut être free for all et puis revenir à la commission Charbonneau, là, c'est pas ce que je dis, là. Mais j'ai l'impression afin de se protéger de certains risques, de certaines choses, on a augmenté les contrats en termes de pages, ça n'a plus de sens. On donne la responsabilité aux fournisseurs, toutes les responsabilités, c'est compliqué. Peut-on revenir à des choses plus simples pour avoir le goût de travailler puis faciliter les gens qui ont envie de travailler avec vous, avec nous, de faciliter cet approvisionnement-là. Ce serait peut-être quelque C'est un chose que bon je point. conseillerais. Puis, crois-tu que l'avènement du CCDC 30, puis d'une évolution là, dans le mode contractuel va ouvrir la voie à un peu plus de flexibilité pour les donneurs d'ouvrage à manœuvrer justement dans le sens de ce que tu suggères? J'espère, ce serait mon souhait que ça allège puis que ça simplifie les choses. Ça semble aller dans cette direction-là, je le souhaite. On voit encore que c'est frileux, là. Il y a quand même très peu encore de contrats qui sont donnés dans ces nouveaux modes. J'espère. Ce serait mon souhait là, que ça fonctionne puis que ça aille dans ce sens-là. Au bénéfice du projet. Exact. Écoute, Arnaud, je peux pas assez te remercier. Ça l'amène à la fin des questions et de la conversation qu'on avait pour aujourd'hui, mais je pense qu'on aurait pu discuter encore bien longtemps. Je dis merci aux auditeurs pour votre écoute et puis au plaisir de vous retrouver sur un prochain balado collaboratif. Puis Arnaud, au plaisir de collaborer ensemble avec toi bientôt. Merci Andréane, puis merci à tous pour l'écoute active. Merci. À bientôt.